Les dernières nouvelles sur ce qui se passe entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Voici ce qu'on a appris jusqu'à présent. L'Iran a rouvert le détroit d'Ormuz. Tous les navires commerciaux peuvent désormais le traverser, sous le contrôle du gouvernement iranien. Ils contrôlent tout, même la route, le trajet exact que suivent ces pétroliers. De l'autre côté, les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et la dernière information, aujourd'hui, vient de l'agence de presse iranienne Tasnim, qui est, on le sait, très liée au gouvernement iranien. Selon eux, l'Iran était prêt à frapper, à attaquer Israël hier soir, à 20h. Parce que l'une des principales conditions avant que ce cessez-le-feu ait lieu entre l'Iran, les États-Unis et Israël, c'était que la guerre prenne fin sur tous les fronts, ce qui jusqu'à présent n'a pas été le cas. Alors l'Iran a dit « Nous allons revenir en arrière ». Ensuite, les États-Unis, c'était la date limite fixée pour les Iraniens. Ils avaient dit 8 heures du soir, hier. Mais Donald Trump avait annoncé 8 heures, heure locale iranienne. Et en réalité, Donald Trump a annoncé le cessez-le-feu entre Israël et le Liban à 7 heures, heure iranienne. Comment tu vois la situation, Ted? Quand on regarde ce chaos, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Tu sais, à chaque fois qu'on entend Donald Trump, il sort encore une nouveauté. Et franchement, on est fatigué de ce genre de surprise, de cette espèce d'instabilité irréaliste de la part de Donald Trump. Quelle est ta lecture, toi, quand il s'agit de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu? Eh bien, tout d'abord, je dois dire que j'ai beaucoup voyagé et que certains de ces détails sont nouveaux pour moi, malheureusement, parce que j'ai été vraiment très pris par mes déplacements. Mais le problème de Trump, c'est qu'il a lancé quelque chose qu'il n'a absolument aucune chance de résoudre à son avantage. En résumé, c'est ça. Et les Iraniens, eux, tiennent le volant. D'ailleurs, c'est intéressant. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient à 8 heures, et à 7 heures, tout à coup, les Israéliens ont accepté d'arrêter de tuer des gens dans le sud du Liban. C'est un résultat assez parlant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Les Israéliens subissent de lourdes pertes face aux drones et aux missiles balistiques iraniens. Les Israéliens ont très bien contrôlé la presse. Mais chaque fois qu'on parvient à jeter un œil sous la tente, on découvre qu'il y a des signes de stress très importants dans la société israélienne, des dégâts, et que les gens n'arrivent tout simplement plus à vivre normalement la nuit. Ils se réfugient dans des abris. Ils n'arrivent pas non plus à fonctionner le jour, parce qu'il peut y avoir des attaques à tout moment. Il y a beaucoup de destruction en général, et ce n'est pas comme on ne peut pas faire ressembler l'endroit à Gaza, parce qu'on ne peut pas livrer les quantités incroyablement énormes de munitions que les Israéliens ont pu utiliser pendant des mois, avec des avions qui bombardent et détruisent tout au sol. Mais il y a beaucoup de dégâts, et suffisamment pour que, quand une alerte aérienne se déclenche, on ne puisse pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas comme si une bombe explosait quelque part dans la ville et que, bon, les chances d'être touché étaient minimes. Non, à chaque raid, il y a assez de destruction pour que, sauf si on a vraiment une pulsion suicidaire, on aille se mettre à l'abri. C'est votre vie, tout simplement, et on ne joue pas avec ça. Alors les gens se réfugient, et ça bouleverse complètement tous les aspects de leur quotidien. Et le stress, d'après ce que je peux comprendre, commence à se faire sentir dans la société en général. Alors, je suppose, enfin, je ne sais pas, mais je suppose que c'est une source de pression pour Netanyahou. Je sais qu'il a fait des discours du genre « Tenez bon, tout ira bien, on est sur le point de gagner », ce genre de bêtises. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais à mon avis, les gens n'y croient plus
et il se retrouve face à, je ne sais pas si on peut parler de révolte, mais en tout cas d'une vraie perte de soutien. Il a une élection qui approche et il doit sans doute s'en inquiéter. Donc ça peut influencer son attitude vis-à-vis du Liban. Mon impression, et ce n'est qu'une impression, c'est que dès qu'il se sentira un peu libéré de ces pressions, il va de nouveau s'en prendre au Liban. Je veux dire, il va y aller. Et les Iraniens vont faire exactement ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Reprendre leurs attaques contre Israël et contre les bases militaires américaines dans le Golfe. J'aimerais me tromper, bien sûr, mais ce que veulent les Iraniens est irréaliste, compte tenu du comportement des États-Unis. Enfin, pas irréaliste, non. À mon avis, c'est même tout à fait légitime. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent que ces sanctions économiques absurdes soient levées. Ils veulent pouvoir construire leur société sans être attaqués militairement et sans être attaqués économiquement à travers ces opérations où le secrétaire américain au Trésor travaille main dans la main avec les services de renseignement pour essayer de dévaluer leur monnaie. Vous savez, si vous êtes iranien, je peux comprendre. Je veux dire, je comprends qu'on puisse en avoir complètement assez. Et donc, je pense que l'Iran, dès que les Américains ou les Israéliens feront quelque chose qui ne correspond pas à l'accord de cessez-le-feu tel que les Iraniens pensaient qu'il serait respecté, ce qui incluait, bien sûr, que l'Israël ne bombarderait pas massivement le sud du Liban, eh bien, dès que ça cessera d'être le cas, d'une manière ou d'une autre, le cessez-le-feu prendra fin. Et à mon avis, ça arrivera de façon imprévisible, mais pas dans très longtemps. Les Iraniens peuvent tenir. Ils ont les missiles. En fait, d'une certaine manière, le cessez-le-feu, enfin, on dit souvent que ce cessez-le-feu arrange les Américains parce qu'ils en profitent pour se réapprovisionner, mais en réalité, ils n'ont pas grand-chose avec quoi se réapprovisionner. Ils n'ont presque plus d'armes à envoyer. Bien sûr, on peut réapprovisionner, mais encore faut-il avoir des armes à envoyer. Et les Américains sont dans une situation difficile. Ils prennent des armes dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud. Et ça, c'est pas bon pour les alliances américaines, parce que les Japonais et les Sud-Coréens voient ça et se disent « Vous retirez ces armes pour défendre Israël. Vous avez déclenché cette guerre. Ignite guerre, vous dites que vous nous protégez, mais en réalité, vous montrez vos priorités. Et vos priorités ne nous incluent pas vraiment. Je sais que les Sud-Coréens sont très inquiets. Ils sont inquiets de cette situation depuis longtemps, parce que j'ai des contacts en Corée du Sud. Et je sais avec certitude qu'ils se posent beaucoup de questions sur la solidité de l'engagement américain envers la Corée du Sud. Et vous savez, les choses vont globalement dans la mauvaise direction pour les États-Unis. Et ça va sans doute continuer comme ça. Alors, du point de vue de l'Iran, j'ai l'impression que le cessez-le-feu leur est plus favorable qu'aux États-Unis. Parce que, vous savez, la pression liée à une possible baisse de l'approvisionnement en pétrole reste bien présente. Les Iraniens peuvent fermer le détroit quand ils le veulent et ils le feront probablement dès que le cessez-le-feu prendra fin. C'est ce que je pense. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. J'essaye simplement de me mettre à la place des Iraniens. Tu as raison, parce qu'ils ont justement parlé de ça aujourd'hui. Ils ont évoqué exactement le point que tu viens de soulever, qu'à la fin du cessez-le-feu, tout va s'arrêter. Ils vont fermer le détroit d'Ormuz. Oui, mais pourquoi abandonneriez-vous cet atout que vous avez, vu le manque de sincérité du comportement américain et israélien à votre égard? Après avoir subi toutes ces sanctions économiques, ces attaques militaires, ces pertes humaines, pourquoi ne pas simplement revenir à une guerre totale? D'autant plus que c'est vous qui en tireriez le plus grand avantage. Vous pourriez remettre la pression
et la situation serait tout aussi grave. En réalité, elle serait même pire, parce que les défenses aériennes n'ont pas de réelle capacité contre les missiles balistiques. En revanche, elles en ont contre les drones, parce que les drones sont lents et constituent des cibles possibles. En fait, ils sont même un peu plus faciles à atteindre. Enfin, pas forcément. Disons qu'ils sont un peu plus faciles à viser quand on les voit que des avions. Mais ça ne veut pas dire qu'on les repère plus facilement. Quand ils volent bas, leur signature radar est très faible. J'ai expliqué, lors de notre dernière séance, pourquoi les radars ont ce qu'on appelle du clutter quand les objets sont bas. Ce sont des échos qui viennent du sol, des bâtiments ou encore des vagues sur l'eau. Et ces échos-là sont beaucoup plus forts que ceux du drone lui-même. Du coup, c'est extrêmement difficile de les détecter à une distance suffisante. Et quand on finit par les voir, il est déjà très compliqué de lancer des intercepteurs à temps. Et bien sûr, quand on commence à manquer d'intercepteurs, on n'a plus les moyens d'arrêter ces drones, qui en plus deviennent de plus en plus performants. Two-way communication that's unimpeded. So you can literally have a person sitting in Iran seeing exactly what the drone television camera on the drone sees and guiding the drone in real time. I mean, this extra communications capability is now built into probably all of the more modernized drones. And, when you have that capability, you can do damage to anything you choose. And you don't have as big a warhead, but it doesn't matter because if you can hit exactly where you want to, the damage from the warhead can be amplified. And if you want to do larger areas of damage, so you have several drones come in. And since you know where the damage occurred with the earlier drones, you can be very specific in targeting areas where you want to, increase damage or do more damage. Donc, ce n'est pas une situation gagnable, ni du point de vue des Israéliens, ni de celui des Américains. À mon avis, ce cessez-le-feu ne va pas fonctionner. Ce serait bien s'il marchait, mais il faut qu'il marche. Et il n'y a aucune chance que ça marche, à moins que les Américains et les Israéliens trouvent un moyen de garantir aux Iraniens qu'on les laissera tranquilles à l'avenir. Si j'étais Iranien, mon attitude serait simplement celle que je crois les Iraniens ont déjà. Mon attitude serait, j'ai le temps. J'ai tout le temps du monde à ce stade. J'ai assez de drones pour continuer aussi longtemps que je le veux. J'en ai des milliers, peut-être même des dizaines de milliers. Et si je n'en ai pas encore des milliers, j'en aurai, parce que je peux en construire très vite. Les missiles balistiques sont un peu plus difficiles à fabriquer rapidement, mais je peux quand même en produire un nombre important au fur et à mesure. Et je reçois sûrement de l'aide des Russes et des Chinois. Donc, ma capacité de production, même si elle est limitée aujourd'hui, ces limites vont peu à peu s'atténuer. Elles vont devenir plus faibles, moins contraignantes. Et les Russes ont tout intérêt à aider les Iraniens. Ne serait-ce que parce que les Israéliens ont bien fait comprendre aux Américains que quand vous livrez tous ces missiles à l'Ukraine, ce sont vos missiles qui servent ensuite à nous attaquer en Russie. Et ça, on ne l'acceptera pas. Les Russes, eux, ont très clairement fait savoir que si un jour ils ont l'occasion d'aider quelqu'un à frapper des intérêts américains, ils le feront. Ils l'ont dit très clairement. Donc faire semblant d'être surpris que les Russes fassent ça, c'est absurde. Enfin, et la situation en Ukraine va devenir bien pire parce qu'il n'y a plus de munitions pour l'Ukraine non plus. On ne peut pas livrer ce qu'on n'a pas. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Et vous savez, tous les indicateurs vont dans la mauvaise direction du point de vue américain. Et Trump, même avec sa compréhension très limitée du monde, ne peut pas ne pas le voir. Il y a d'ailleurs des signes qu'il le voit.
Maintenant, c'est un mégalomane. Il souffre probablement d'une forme de démence. Sinon, c'est peut-être lié au stress, mais ça pourrait bien être de la démence aussi. Ça peut être physique, simplement à cause de son âge, qui est d'ailleurs le même que le mien. Donc peut-être que moi aussi, la prochaine fois, je serai atteint de démence. Merveilleux ça. Mais il a Netanyahou à ses côtés, qui est aussi fou que lui, mais d'une autre manière. Pourtant, tu vois, Netanyahou n'a aucun intérêt à aider Trump. Aucun. Il va se servir de Trump et le jeter dès qu'il le pourra. Son problème, c'est qu'il a besoin de Trump et qu'il ne peut pas aller trop loin, sinon il risque de provoquer une réaction de sa part. Mais Trump, lui, il est sous la coupe de l'AIPAC, le Comité américain des affaires publiques israéliennes, et de ces juifs ultra riches, ultra. Je n'aime pas trop employer le mot sioniste, mais je pense que c'est le bon terme. Ces ultra-nationalistes, prêts à littéralement tuer toutes sortes de gens innocents, des familles, des enfants, et tu vois sans même parler des femmes et des hommes. C'est juste terrifiant, cette mentalité qu'ils ont. Et vu qu'ils ont cette attitude, qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent influencer de manière spectaculaire la prise de décision politique aux États-Unis, on se retrouve avec un système politique américain qui donne la priorité aux idées israéliennes sur ce qu'est la sécurité d'Israël, plutôt qu'aux idées américaines sur ce que devrait être la sécurité des États-Unis. Ce qu'on fait en ce moment, nous les Américains, ce n'est clairement pas dans notre intérêt national. On se met à dos tous nos alliés, on épuise nos munitions, et si on veut parler de besoins légitimes de défense, eh bien, on les vide complètement en les donnant à ces Israéliens totalement fanatiques qui s'en servent pour bombarder des civils innocents. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique. Et c'est contraire à l'éthique judéo-chrétienne, qui d'ailleurs, d'après mes amis et mes relations avec des personnes musulmanes, et j'ai pas mal d'amis musulmans, n'est pas très différente. Vous savez, des principes musulmans de moralité, de bonté et de générosité. Donc tout ça contredit les valeurs morales de tout le monde, quelles que soient leurs origines religieuses. Et pourtant, on le fait. Nous sommes des co-belligérants. Et franchement, je ne vois pas comment cette situation peut durer. J'espère me tromper. Mais quand je dis que j'espère me tromper, je veux dire que j'en déduis que ce problème, le fait que l'Iran soit sans cesse attaqué, économiquement et militairement, finira par être résolu. Donc si je me trompe et qu'un cessez-le-feu durable s'installe et que l'Iran atteint les objectifs raisonnables qu'il vise, eh bien, tant mieux. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, une bonne chose pour le monde. Si les Israéliens n'aiment pas ça, tant pis. Vous êtes un petit pays. Vous survivez parce que les Américains ont cette incroyable obsession de vous financer et de vous soutenir. Vous avez agi de manière criminelle. Le pays a agi de manière criminelle et il est grand temps d'assumer vos actes et de commencer à vous comporter comme un membre responsable de la communauté internationale. Alors moi, je ne pense pas que ça va arriver. J'espère me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, on va repartir pour un tour. Les Iraniens vont s'y remettre aussi. Voilà, c'est ma meilleure estimation de ce qui se passe en ce moment, de la situation actuelle. Il y a des informations, Ted, selon lesquelles on parle depuis plusieurs jours d'une possible préparation des États-Unis à une attaque massive contre l'Iran. Et on en parle parce que les États-Unis ont déplacé et envoyé beaucoup d'armes. D'après ces rapports, plus de 75 vols logistiques américains auraient eu lieu dans le Golfe depuis le début du cessez-le-feu. Alors, au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent sur le plan militaire, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir si cela se produit?
I don't know what they're going to bomb. They're going to bomb more Je ne sais pas ce qu'ils comptent bombarder. Ils vont bombarder encore plus d'hôpitaux, encore plus d'écoles de filles. Franchement, qu'est-ce qu'ils croient faire? La véritable capacité militaire de l'Iran aujourd'hui, elle est entièrement dans des tunnels souterrains. Et il n'y a aucun moyen d'atteindre ces tunnels. J'ai étudié la question des tunnels parce que, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai fait partie d'un drôle de comité du département de l'énergie dans les années 80, bien avant que l'Iran ne soit un sujet de préoccupation. C'était juste une obsession générale. Il y a des pays qui ont des tunnels et nous, on voulait pouvoir les menacer. C'était absurde. Il n'existait aucune technologie capable de faire ça. On a gaspillé énormément d'argent des contribuables américains dans des études ridicules que j'ai tellement critiquées qu'ils ont fini par me virer du comité. Mais il n'y a aucun moyen d'atteindre ces tunnels. Et l'Iran a fait un travail d'ingénierie spectaculaire. C'est quelque chose de vraiment bien pensé. À chaque fois que je vois une de ces photos, je me dis « Waouh, ces gens savent ce qu'ils font ». Et on ne pourra pas détruire ces tunnels, parce que ceux qui les ont construits savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il n'y a tout simplement pas moyen d'y échapper. Et tant qu'ils ont ces tunnels, ils peuvent y fabriquer des choses. Ils peuvent continuer à y stocker tout ce qu'ils produisent. Ils peuvent continuer à lancer des missiles. On peut bien attaquer les sorties, mais ils pourront relancer un missile plus tard. En fait, on n'a aucun moyen de les arrêter. Alors, du point de vue iranien, je ne vois pas très bien ce que cette attaque massive est censée accomplir. Je n'ai aucune idée de ce que vous comptez bombarder, à moins que vous ne vouliez simplement continuer à tuer des civils innocents et à attaquer encore plus d'universités. Enfin, franchement, attaquer des universités, des écoles, mais qu'est-ce que vous croyez faire? Vous essayez de gagner une guerre ou vous essayez de détruire la société à laquelle vous vous opposez? Il n'y a aucune justification morale à ça. Aucune. On ne peut pas défendre ça moralement. Alors, je ne sais pas s'il y a une nouvelle attaque en préparation. Les indices, clairement, vont dans ce sens. Mais je ne sais pas ce qu'ils comptent viser. Est-ce qu'on va dire qu'on va simplement continuer à détruire vos hôpitaux, vos écoles, en espérant que vous serez assez révoltés pour arrêter? Ça ne va pas arrêter les Iraniens. Ils savent très bien qu'ils se battent pour leur survie et ils sont prêts à encaisser la douleur. Ce sont des gens durs. Ils en ont vu d'autres. Ils ont des milliers d'années de civilisation dont ils sont très fiers. J'ai d'ailleurs des amis iraniens et eux aussi sont très fiers de leur civilisation. C'est important parce que ça fait partie de leur culture, de leur façon de penser. Vous n'allez pas les pousser à se rendre. Impossible. Tout ce que vous allez faire, c'est tuer plus de monde, dépenser plus de munitions, et au final, ça n'aura aucun effet. Enfin, si, l'effet le plus probable, c'est que les Iraniens redoublent d'efforts pour maintenir la pression, avec encore plus d'attaques de missiles balistiques et de drones. À mon avis, c'est la réaction la plus naturelle qu'ils auront. L'autre point, Ted, qui fait partie de ton travail et que tu connais bien, c'est la question des armes nucléaires, de leur utilisation et de la menace de les utiliser. En fait, cette guerre a commencé sur cette base-là. Et Donald Trump ne cesse de répéter qu'il veut s'en débarrasser. Tu sais, il disait qu'on avait attaqué l'Iran parce que l'Iran était sur le point de fabriquer des armes nucléaires. Il allait même jusqu'à critiquer le pape en disant que le pape ne comprenait pas. Selon lui, c'est pour ça qu'on a attaqué l'Iran. Je crois que le président a dit quelque chose là-dessus. Corrigez-moi si je me trompe. J'avais compris qu'il disait maintenant qu'il n'y avait plus d'armes nucléaires dont il fallait s'inquiéter. Il n'a pas changé d'avis sur ce point récemment? Soit il y a des armes nucléaires qui posent problème, soit il n'y en a pas. Enfin, de quoi parle-t-il exactement?
J'ai raison, non? Il me semble avoir entendu ça l'autre jour. J'ai beaucoup voyagé. Je viens juste de descendre d'un avion hier. Il parle littéralement du fait que l'Iran construisait des armes nucléaires, que je les ai attaquées et qu'ils ont tout détruit. En ce moment, c'est à cause de cette attaque. Oui, absolument. Ils auraient pu tout accomplir avec le temps. Et le pape ne comprend pas ça. C'est pour ça qu'il s'en prend au pape. Il a dit, si je n'étais pas le président des États-Unis, tu ne serais pas à ta place. C'est incroyable, toute cette affaire autour de Donald Trump. Mais si on considère le « oui, vas-y », Non, je veux dire, c'est juste que tu sais, il n'y a pas un seul leader religieux au monde que ce type n'ait pas mis en colère. Oui, peu importe à qui tu parles. Les juifs, enfin, les juifs progressistes, les catholiques, les musulmans, c'est incroyable. Il a réussi à fâcher tout le monde. Bref, son soutien politique est quasiment inexistant. Il n'a plus qu'un tout petit pourcentage de gens derrière lui. Et les élections au Congrès sont imprévisibles. Mais je n'exclus pas que les démocrates reprennent le Sénat en plus de la Chambre. Pour moi, la Chambre, c'est clair. Il n'y a même pas de débat. Ce sera un raz-de-marée. Les républicains vont perdre énormément de sièges à la Chambre. Mais si jamais ils perdent aussi le Sénat, ce qui est moins certain, là, ce serait vraiment mauvais pour la présidence Trump. Parce que je pense qu'il serait destitué par ce nouveau Congrès si la Chambre et le Sénat basculent. Il pourrait peut-être échapper aux conséquences de cette destitution, mais je n'en suis plus si sûr aujourd'hui, parce que les gens en ont vraiment assez. Et puis, il a ses partisans du mouvement MAGA, vous savez, Make America Great Again. Ces gens-là sont étonnamment fidèles à leurs principes. Je ne partage pas grand-chose de ce que défend MAGA, mais je dois leur reconnaître une chose. Ils restent cohérents avec leurs convictions. Et leurs principes, c'était plus de guerre, plus de dépenses du Trésor national dans des conflits qui ne mènent à rien, qui nous appauvrissent et nous font perdre notre capacité d'agir dans le monde. Et ils sont en colère à cause de ça. Et franchement, ils ont raison. Encore une fois, je peux être en désaccord avec certaines personnes, mais je crois profondément qu'il faut respecter les opinions des autres, sauf quand il s'agit de haine, d'intolérance ou de violence. Là, je ne peux pas cautionner. Mais si quelqu'un exprime une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord, eh bien, vous savez, je suis citoyen américain. Si vous êtes citoyen américain et que vous avez ce point de vue, je suis prêt à en débattre avec vous. Et peut-être qu'au final, on ne tombera pas d'accord, mais je ne vais pas vous détester pour autant. Je ne vais pas te traiter comme un criminel, sauf si tu défends des choses criminelles. Si tu vois, mon attitude envers les citoyens américains avec qui je débat ou que je rencontre. Et franchement, je n'aime pas cette habitude de dire « cette personne est pro-MAGA, donc elle est immorale, monstrueuse ». Non. Ces gens ont simplement des jugements différents des miens sur certains sujets. Je ne partage pas ces jugements, mais bon, nous sommes tous citoyens. On essaie de trouver ensemble comment construire un pays juste et équitable pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, ce pays, on ne l'a pas encore. Si je regarde par exemple la direction de la Chine, c'est un État autocratique. Donc, si j'ai une maison et que les Chinois veulent construire une autoroute qui passerait exactement là où elle se trouve, je n'ai pas vraiment beaucoup d'options pour les en empêcher. Aux États-Unis, oui, j'en aurais. Je ne réussirais peut-être pas, mais j'aurais cette possibilité. Dans un régime autoritaire, on me donnerait de l'argent, ce qu'ils considèrent comme une somme équitable. Je le sais de façon certaine, parce que j'étais en Chine et j'ai parlé avec des gens qui vivaient cette situation.
J'avais d'anciens étudiants là-bas. Je leur ai demandé de m'emmener dans la campagne chinoise. Je voulais voir la vie des gens, les vrais habitants. Ils m'ont conduit dans un endroit où tous les habitants allaient être déplacés. Et ces gens-là, ils n'avaient pas peur du gouvernement. Ils se plaignaient à ce sujet. Ils n'ont pas dit qu'ils refuseraient d'obéir au gouvernement. Ils n'ont pas remis en cause son droit de le faire, mais ils en parlaient librement. Ils recevaient un peu d'argent et on leur proposait d'autres logements. Ils n'aimaient pas ça, mais le pays est une autocratie et il en a le pouvoir. D'un autre côté, cette autocratie, ses dirigeants, cherchent à améliorer le niveau de vie et les opportunités de tout le monde dans le pays, à aider chacun à vivre mieux. C'est ça l'objectif. Et quand on regarde ce que fait cette autocratie, on le voit bien. Je veux dire, ça augmente arbitrairement les salaires, l'argent de tout le monde, juste parce qu'il en a envie. Vous voyez, on dit qu'on est arrivé à un point où il faut augmenter les salaires pour que les gens aient plus d'argent à dépenser en biens de consommation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voté une loi qui a donné encore plus d'argent à ceux qui n'en avaient pas besoin, tous ces milliardaires, au détriment des services de santé, au détriment de la sécurité des gens, de leur sécurité financière. Et ça, ce n'est pas un gouvernement qui agit dans l'intérêt de son peuple. Alors on peut me dire, oui, mais nous on est mieux parce qu'on est libre, quoi que ça veuille dire. Franchement, je ne sais pas ce que libre veut dire dans ce cas-là. Je veux dire, je suis libre dans le sens où personne ne va venir défoncer la porte de chez moi, entrer, me frapper et m'arrêter. Mais bon, je suis éduqué et je suis blanc. Si je ne l'étais pas, franchement, laissez-moi vous dire, j'ai des amis qui sont noirs. Et je ne dis pas ça juste pour faire bien, ce sont de vrais amis, depuis des années. Et eux, ils ne ressentent pas les choses comme moi. Et ils ont raison. Les faits le prouvent. Alors, tout ce discours sur la liberté contre l'autocratie, franchement, c'est absurde. Bien sûr qu'il y a des différences. Je préfère vivre dans ma société plutôt qu'en Chine si c'était le choix à faire. Mais je ne suis pas chinois. Je ne suis pas le produit de leur culture. Et je ne parle pas leur langue. J'ai beaucoup de respect pour leur culture et pour eux. Mais vous savez, les États-Unis, c'est chez moi. Je suis américain. Et comme je dis souvent en plaisantant avec mes amis étrangers, je suis un redneck américain. Mais bon, tout ça n'a rien à voir avec la liberté et la démocratie contre l'autocratie, cette absurdité que ce type, Mike McFaul, répète sans arrêt. Franchement, c'est ridicule. Il dirige un centre qui n'a rien de libre. C'est un centre universitaire complètement sinistré, littéralement. On ne peut pas y avoir de vrais débats ouverts. Et pourtant, lui, il se dit pour la liberté. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi répressif dans toute ma carrière, dans une institution universitaire américaine. Mais lui, il est pour la liberté. Voilà, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Oui. Oui. Vous pouvez passer à la deuxième partie de notre discussion. Oui. Et justement, en parlant de liberté et d'intégrité académique, j'ai eu une expérience assez particulière pendant mon vol depuis l'Allemagne. Les avions ont maintenant une connexion Internet plutôt correcte. Donc je suis assis là, et la première chose que je vois, c'est un article qui venait tout juste d'être publié par le Bulletin of the Atomic Scientists. Et franchement, si je veux être, disons, précis, c'était tellement inexact que ce n'était même pas faux. C'était tout simplement sans aucun fondement. Et bien sûr, un jour plus tard, je vais vous le montrer dans quelques diapositives, je reçois un email m'expliquant que le bulletin est une source d'informations scientifiques experte et qu'il faut leur donner de l'argent. Oui, vous devriez leur donner de l'argent parce que ce sont de vrais experts et qu'ils informent notre société sur les questions cruciales de sécurité nationale
dont nous devrions tous nous préoccuper. National security issues that we should all be concerned about. So it's quite an interesting. C'est donc un ensemble de questions assez intéressantes qui se posent là. Bon, montrez donc la première diapositive. Voilà. Il y a de graves erreurs et beaucoup de désinformation dans cet article du Bulletin of the Atomic Scientists à propos d'une fausse alerte survenue en 1995 en Russie. C'était bien une alerte. J'en parlerai un peu plus en détail selon le temps qu'on aura. Et l'article ne disait absolument rien de juste sur cette fausse alerte. Rien du tout. Il ne donnait aucune information sur ce qu'était réellement cette fausse alerte. À la place, il partait dans toutes sortes de discussions sur la guerre en Tchétchénie, sur la crise économique russe, toutes ces choses qui n'avaient strictement rien à voir avec cette fausse alerte, mais qui étaient quand même présentées comme si elles y étaient liées. C'était vraiment incroyable. Une fabrication totalement hallucinante de choses sans rapport, qui ont peut-être eu lieu en même temps, mais qui n'avaient rien à voir avec la fausse alerte. Franchement, c'était remarquable. Alors, pour être juste, je veux quand même préciser que cet article a été écrit par 2 personnes très jeunes, vraiment débutantes. Je ne vais pas trop parler d'elles, mais je dois dire que je suis un peu inquiet, honnêtement, parce qu'elles ont fait un travail vraiment médiocre. Je me sens un peu désolé pour elles, parce que ce sont de jeunes chercheurs et on pourrait dire qu'elles auraient dû savoir mieux faire. Mais ma première question, en tant qu'enseignant, c'est comment leurs superviseurs ou les gens avec qui elles travaillent ont-ils pu les laisser faire ça? Quel a été leur rôle? Je veux dire, l'une d'entre elles vient de Princeton.